Monsieur Pro, est-ce que vous considérez que votre métier exige, par exemple, la maîtrise d'une culture générale minimale? Je vous remercie de cette question. Je pense que la culture générale est au cœur de ce que doit être un journaliste. Merci de votre réponse. Le 1er février 2022, sur votre plateau, devant vous, M. Rioufol a déclaré que le ghetto de Varsovie, je cite, « c'était d'abord un lieu hygiéniste qui était fait pour préserver du typhus ». Vous n'avez pas réagi. Il me semble que vous avez la culture générale minimale pour réagir face à ce genre de propos, non? Votre micro, Monsieur Pro, s'il vous plaît. Monsieur le rapporteur, je fais 4 heures, 3 heures et demie d'émissions par jour. Pardon? Je fais 3 heures et demie donc d'émissions par jour sur CNews. Je fais donc à peu près 60 heures d'émissions par mois, ce qui fait 600 heures par an. Depuis 2016, j'ai donc dû faire 4000 heures d'émissions sur CNews. À chaque fois qu'on fait une erreur parce qu'on ne modère pas un propos sur un plateau, on s'en veut. Et ça arrive. Et ça arrive. Hélas. Parce que nous sommes des êtres humains. Donc c'est arrivé, avec l'exemple que vous citez, où j'aurais dû intervenir. C'est arrivé parfois sur d'autres plateaux. Pourquoi? Parce que tu n'es pas assez concentré à ce moment-là. Parce que tu n'es pas assez vigilant. Parce que, pour plein de raisons. Et c'est tout le travail du modérateur. Hier soir, par exemple, si vous avez écouté notre émission, j'essaye d'avoir un peu de dérision dans nos plateaux. Et j'ai modéré un plateau, j'ai modéré un propos qui était de Gilles William Goldnadel, et je lui dis, pensez un peu à moi, pensez un peu à moi, pensez un peu à l'ARCOM, s'il vous plaît, pensez au modérateur que je suis, que Sonia est et que Laurence est. C'est notre mission de modérer tous les propos qui sont dits. Donc quand il y a une erreur, c'est mon erreur. Votre micro, Mme Ménazé. Pardon, excusez-moi. Sur cette séquence que vous citez, elle a fait l'objet justement d'une mise en demeure de l'ARCOM. Aucune des séquences dans lesquelles, malheureusement, effectivement, ce type de propos ne sont pas modérés passe à la trappe. Nous sommes effectivement sous le joug du régulateur qui a parfaitement vu cette séquence et qui en a pris effectivement la décision qui lui convenait. Monsieur Nedjar, brièvement, il y a 2 questions de mon collègue Caron auxquelles vous n'avez pas répondu. Condamnez-vous l'assassinat des journalistes palestiniens et condamnez-vous la censure opérée par le gouvernement israélien? J'estime avoir répondu aux questions du député Caron. Vous me permettrez de vous demander à nouveau de répondre soit par oui, soit par non. Vous avez prêté serment de dire la vérité, toute la vérité, et donc je vous demande de répondre simplement par oui ou par non, puisque nous ne sommes pas en mesure de comprendre votre réponse jusqu'à présent. La vérité, c'est que je n'ai pas de réponse supplémentaire à donner. Je vois pas. La question, c'est quoi? C'est quoi la question? C'est de prendre parti sur quelque chose, c'est ça, sur un sujet dramatique? Monsieur Caron a formulé une question simple et explicite. Condamnez-vous l'assassinat de journalistes palestiniens et condamnez-vous la censure opérée par le gouvernement israélien? Je me tiens à ça. Je condamne l'assassinat de tous les journalistes et au-delà des journalistes, de tous les êtres humains qui se trouvent d'un côté ou de l'autre de la frontière. Dans un portrait France Info vous consacré en 2017, il est écrit « La une était validée ». Ce n'est pas votre citation, c'est un ancien salarié. La une était validée quasi quotidiennement par Bolloré. Rien d'étonnant, le milliardaire avait déclaré à des salariés de la Tribune en 2007 « Dans mes médias, j'ai le final cut ». C'était dans Le Monde. Il n'y avait jamais d'intervention directe de Bolloré, mais tous ces desiderata passaient par M. Nedjar. Ça se matérialisait dans les choix de une, dans les sujets mis en avant, ou au contraire passait sous silence. Précise cet ancien de la rédaction qui s'interroge encore sur, je cite, ses excès de zèle. Est-ce que le confrère qui a écrit ce portrait a menti? Vous parlez de témoignages anonymes, donc je ne sais pas de qui il s'agit. Voilà. Je ne sais pas. En revanche,
Pardon? Oui, donc on peut dire tout et n'importe quoi sous couvert d'anonymat. Alors, une autre citation de cette source, il disait, et donc c'est un propos qui vous est prêté, ça ne va pas lui plaire, ou encore, Vincent ne va pas être content, sans qu'on sache si c'était Bolloré qui le lui avait dit ou si c'était lui qui anticipait sa réaction. Est-ce que ce genre de propos, vous avez pu le tenir? C'est encore un témoignage anonyme, donc je ne sais pas. Enfin, j'ai dit tellement de choses. Sachez quand même que j'ai bossé beaucoup et j'ai dit beaucoup de choses. Alors, en l'occurrence... Si la réponse, si ce que vous voulez entendre, c'est d'une façon ou d'une autre, il y a interaction de Vincent Bolloré sur mes prises de décision, la réponse est encore et toujours non. Moi, ce que je voulais entendre, Monsieur Nedjar, c'était de savoir si le propos qui vous était attribué, vous pouviez l'endosser en disant « oui, il a pu m'arriver de le dire, oui, je l'ai dit souvent, non, je ne l'ai jamais dit ». Vous voyez, le fait que la source soit anonyme ne change rien au problème. Enfin, ça remonte à quand, ça? C'est un portrait de 2017, on parle de l'année 2016. Non. Sur Quotidien, j'ai eu un portrait également qui disait que j'étais catholique pratiquant. Donc, je ne sais pas. C'est toujours pas la réponse à ma question, monsieur. C'est de la même veine. Vous me demandez de répondre à des phrases, sur des phrases que j'aurais pu prononcer, que j'aurais prononcées. Mais c'est tout à fait possible que je les prononce. Mais à titre personnel, mais jamais en faisant référence à Vincent Bolloré. Ou alors, voilà, jamais. Vous me permettrez de relever une contradiction. Il est possible que vous l'ayez prononcé, mais ça ne ferait pas allusion à Vincent Bolloré. Et puis vous me dites que vous ne pourriez pas vous en souvenir, alors que tout à l'heure vous vous rappeliez du sujet de Fanny Bruguière sur les élections présidentielles au Gabon. J'ai du mal à croire que vous ne vous rappeliez pas de ce genre de propos. Le portrait de 2017 a dû compter. Bon, d'abord, je crois que les phrases dont vous parlez, ça, c'est plutôt de l'époque où je travaillais à Direct Matin. Non, c'est pas ça. Donc, c'est pas les mêmes années. Là, on parlait de choses qui ont lieu quand j'étais à la tête de CNews, ce qui est beaucoup plus récent. Donc, D'accord. Donc quand ça veut pas, ça veut pas. Et ça veut pas parce qu'en l'occurrence, on a une émission qui est 48 minutes dédiée à la défense de l'anti-avortement, des thèses anti-avortement. L'avortement concerne un être humain que l'on empêche de naître. Avorter, c'est contraire à la mission de la femme. L'insaciabilité des promoteurs de l'avortement qui voient tout par le prisme de la femme, comme si la femme pouvait être totalement supérieure à son propre corps, à sa propre nature. Moi, je vois plutôt une grande cohérence entre le visuel qui a été diffusé et le propos général du programme. Pas vous? vous pensez vraiment que la cohérence viendrait de le faire quelques jours avant de vous rencontrer dans cette assemblée? Dont acte. Pour ce qui est de la décision du Conseil d'État en matière de pluralisme, Madame Ferrari, vous avez déclaré: c'est un régime dérogatoire, un régime d'exception pour nous, tant nous incarnons une liberté de ton, blabla. Pascal Praud, aucun autre média, évidemment, n'est soumis à cette même jurisprudence. Vous saviez à l'époque que c'était faux? Alors, le blabla, ça concernait les propos que j'ai tenus, monsieur le rapporteur? D'accord. Le CNews est une chaîne d'information. Nous n'avons pas remis en cause la décision du Conseil d'État, simplement l'obligation qui incombe désormais à l'ARCOM d'étiqueter politiquement qui compte va désormais s'exprimer sur nos plateaux. Ça pose une difficulté, effectivement, d'étiqueter des journalistes. Et je pense que vous avez bien compris mes propos. Répondez à la question, s'il vous plaît, madame. Est-ce que vous saviez, en disant c'est un régime d'exception, un régime dérogatoire, est-ce que vous saviez, en le disant, que c'était faux? Dans un premier temps, effectivement, nous pensions que c'était uniquement dédié à CNews. Je pose la même question à monsieur Praud. Est-ce que vous saviez à ce moment-là que c'était faux? Tout le monde a bien compris que derrière cette décision du Conseil d'État, ça concernera évidemment tous les médias, mais que celui qui est précisément ciblé, c'est CNews. Vas-y, monsieur Thierry. Monsieur le rapporteur, c'est juste, je me permets de réitérer mon propos, c'est que la question que vous posez à Pascal Praud et à Laurence Ferrari, il faut la poser à quasiment tous les journalistes de ce pays, parce que c'est la présentation qui a été faite, partout. Je regrette.
Je suis en plein accord avec vous, ça n'est pas la réalité. C'est dommage que vous n'ayez pas pris le temps de discuter avec l'équipe juridique du groupe pour éviter ce genre de bévue, parce que là, on est dans un cadre de fausse information. Une dernière fois, dites-le à tous les médias de ce pays. Mais vous inquiétez pas, j'y manquerai pas. On va reprendre sur la notion de chaîne d'opinion ou chaîne d'information. Monsieur Nedjar, comment expliquez-vous que sur CNews, des intervenants plus ou moins réguliers puissent dire, je cite Monsieur Bigot, 15 mars 2023, ici sur CNews, on est dans un microclimat, on sait bien à qui appartient la chaîne, une bourgeoisie qui reste patriote. Monsieur Jacobelli, mon collègue, en juillet 2023, dit qu'il y ait des médias d'opinion, CNews, clairement, a des orientations qu'on peut deviner, mais c'est une chaîne privée. Ou encore, Monsieur Vincent Hervouet, 17 janvier 2023, ici sur CNews, on est dans une chaîne d'opinion. Qu'est-ce qui peut amener des personnes qui viennent régulièrement sur votre chaîne à penser qu'elles sont dans une chaîne d'opinion? J'aimerais qu'on revienne sur l'origine de la création de CNews. Je pense qu'on comprendra très bien ce qu'on est. Quand on a créé la chaîne, donc à iTélé, il y avait deux chaînes d'information, BFM et iTélé, qui étaient des robinets à info, qui très vite ont montré leurs limites avec l'avènement des smartphones. Et lorsque nous avons décidé de créer cette chaîne, se sont installées deux nouvelles chaînes, comme l'a dit Jean-Christophe Thierry. Donc LCI sur la TNT payante et TNT gratuite, pardon, et France Info. Ça fait 4 chaînes info. On s'est retrouvé sur un marché extrêmement compliqué, extrêmement difficile, où il fallait chaque chaîne devait avoir sa propre originalité. Faire comme c'était le cas avant, d'éviter les informations du matin au soir avec des JT sans explication, sans décryptage, on a trouvé que c'était un petit peu démodé. On a créé une chaîne d'information et de décryptage avec un concept simple, c'est chaque information devait être expliquée, analysée, avec de la hauteur par des spécialistes, des journalistes ou des experts. On a aussi comme baseline, on parle de tout avec tout le monde. Et donc la liberté d'expression, puisque c'est le propre de nos métiers, la liberté d'expression. Et c'est ce qui a fait le succès de CNews, puisque nous avons créé une chaîne qui s'intéresse aux gens et que les gens dans lesquels je ne peux pas empêcher telle ou telle personne de penser que CNews est une chaîne d'opinion. Ça ne l'est pas, mais c'est conçu comme ça. Nous revendiquons une chose, c'est d'être une chaîne de toutes les opinions. Sur chaque sujet traité, nous avons une diversité de points de vue et d'analyse. Maintenant, je ne peux pas. On ne nous a pas toujours connus bêtes et disciplinés. Madame Ferrari, toujours à propos de cette décision, disait « CNews ne cédera à aucune intimidation, aucune pression ». Que voulez-vous dire, madame? Est-ce que vous considérez qu'une décision du Conseil d'État relève d'une pression? Non, puisque le Conseil d'État, monsieur le rapporteur, comme vous l'avez peut-être dit, a spécifié que CNews était une chaîne d'information. Donc nous sommes très respectueux de la décision du Conseil d'État. Nous avons des inquiétudes concernant la mise en œuvre, effectivement, de la régulation du temps de parole de nos invités et de leur étiquetage. Maintenant, nous ne sommes pas dupes et nous savons très bien que notre chaîne est visée en premier lieu, comme l'a dit Pascal Praud. Venons un instant à l'émission Enquête d'Esprit. Qui a décidé de la création de cette émission, s'il vous plaît? C'est moi. Donc, je suis désolé, à chaque fois, je refais un petit tour en arrière, un petit tour d'histoire, mais jusqu'en 2019, il y avait 4 chaînes info, BFM qui était largement leader, et ensuite LCI et CNews qui étaient vraiment côte à côte. En 2017, le CSA, ancêtre de l'Arcom, a autorisé TF1 à faire l'autopromo d'LCI, ce qui a considérablement déréglé un petit peu nos audiences. Nous avions un souci le week-end, puisque en semaine, on avait quand même trouvé un schéma qui se tenait. Le week-end, nous avions un souci. Il nous fallait trouver des idées, des magazines. C'est d'ailleurs dans les textes de l'Arcom, essayer de trouver des magazines diversifiés. Et on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas faire une émission qui parle de l'actualité, parce que cette émission, peut-être pas ce week-end, mais démarre toujours par un journal des religions, et traiter de façon spirituelle des sujets d'actualité. C'était le concept que nous avons essayé de faire et que nous tenons depuis sa création. Voilà. Et
On s'est donc dit dans une chaîne qui, malheureusement, comme l'ensemble des chaînes d'information continue est plutôt anxiogène, le dimanche, à l'heure du repas, de faire une émission d'information, mais totalement différente, et parler un petit peu de choses positives. J'ose utiliser le terme d'amour, de sérénité. C'était plutôt très agréable pour une chaîne comme la nôtre. Monsieur Nedjar, vous nous dites que c'est une émission qui présente sous un aspect spirituel des informations et elle apporte une forme de sérénité, pas anxiogène. Bon, dont acte. Néanmoins, le 2 octobre 2022, M. Pourbet commençait son émission en précisant « C'est une réalité plus sournoise que tous les virus, plus dangereuse que toutes les épidémies, plus contagieuse aussi que toutes les infections. Mais elle est rarement évoquée et encore moins prise au sérieux. Cette réalité, ce sont les forces du mal sous toutes leurs manifestations. » Alors, déjà, j'ai l'impression que votre appréciation en matière d'anxiogène ou d'anxiété était un peu déplacée, parce que je me sens très anxieux à la lecture de ce genre de choses. Est-ce que vous considérez qu'un tel propos relève de l'information ou plus simplement du prosélytisme ? En aucun cas, cette émission relève du prosélytisme. C'était la 180e émission dimanche dernier et nous n'avons jamais reçu une remarque de l'ARCOM concernant cette émission. Et concernant l'émission que vous citez, il s'agit du lundi 4 octobre, c'est l'émission sur l'archange Saint-Michel. L'archange Saint-Michel qui est présent dans les traditions juives, chrétiennes, musulmanes, qui est un archange chargé de lutter justement contre les forces du mal. Donc je vous invite à regarder l'entièreté de l'émission. Comment garantissez-vous le pluralisme du point de vue des religions, y compris en laissant s'exprimer éventuellement les libres penseurs ? Nous ne sommes pas obligés de faire parler toutes les religions. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Je souhaite intervenir en tant que membre de la Commission de la Défense. Et comme je sais que vous aimez, Monsieur Pro, les éditos basés sur la base d'antiphrases, ce procédé rhétorique qui consiste à dire le contraire de ce qu'on pense pour instiller une idée plutôt que de l'assumer pleinement, permettez-moi une question en forme de pastiche. Ignorer la menace d'un impérialisme étranger en lui préférant la poursuite de combats de politique intérieure, c'est malheureusement un classique dans nos démocraties où la liberté d'expression a permis à certains, en d'autres temps, d'entonner le terrible plutôt Hitler que le Front populaire. Je n'ose imaginer que votre chaîne choisirait de minimiser la réalité des attaques russes contre nos démocraties pour faire oublier les relations ambiguës que l'extrême droite et le régime de Vladimir Poutine entretiennent pour venir gâcher une victoire annoncée comme inéluctable à l'élection européenne ou pour faciliter son accession au pouvoir. Je ne vous ferai pas ce procès parce que je n'aime pas imaginer des journalistes complices de calculs politiciens ou coupables de spéculations cyniques. Ce procès, reconnaissons-le, beaucoup vous le font. Votre chaîne est l'une de celles qui consacre le moins de reportages de terrain à la situation en Ukraine. Dans les débats qu'elle organise, l'une de celles où les intervenants faisant preuve de mansuétude envers la Russie sont les plus représentés. Certains, je le répète, y verront plus qu'un choix éditorial, plus qu'un simple choix éditorial, mais bien un objectif politique. Cet objectif est-il compatible avec le cahier des charges auquel la chaîne s'est engagée en contrepartie de la fréquence de diffusion qui lui est accordée, qui lui a été accordée? Certains, mesdames, messieurs, se posent légitimement la question. Quelle est la question? Mais vous... Amitié, votre micro, s'il vous plaît. Des intervenants pro-russes? À qui pensez-vous? Non, mais quelle est la question? Vous venez de dire... Moi, à chaque fois que je traite la guerre en Ukraine, c'est plutôt Vincent Hervouette, notre spécialiste, qui intervient sur ce sujet et qui intervient d'une manière éditoriale. J'ai pas le sentiment, sauf si vous pensez à un intervenant en particulier ou à une déclaration en particulier, qu'il y ait eu sur mon plateau des interventions défendant le régime de Vladimir Poutine. Je crois pas. Je crois pas. Mais je me permets de vous poser la question, à quelle déclaration faites-vous appel et à qui pensez-vous? Parce que là, vous me surprenez. Amitié, je vous redonne la parole pour le rebond. Je peux juste
Est-ce que vous sous-entendez qu'il y a une complicité entre les journalistes présents sur CNews et un parti politique quelconque? Je venais de dire, j'insiste, c'est les députés qui posent les questions et les auditionnés qui y répondent. Mais par contre, effectivement, M. Bellamiti va pouvoir répondre. Monsieur Bellamiti va pouvoir répondre à Monsieur Pro, effectivement, pour lui confirmer les propos et la personne. Mais je rappelle bien que ce sont les députés qui posent les questions et non pas l'inverse dans une commission d'enquête. Monsieur Bellamiti, vous avez donc la parole pour vos temps de rebond. Vous avez encore 1 minute 17 pour expliciter vos propos et votre question à Monsieur Pro. Merci, Monsieur le Président. Vous avez évidemment noté que mon propos était un propos sarcastique, formulé en dito antiphrasique. C'est quand même quelque chose qui a été mis dans le postulat. Mais je peux vous citer un intervenant sur vos plateaux, Pierre Gentillet, par exemple, qui dit depuis 2 ans, on est clairement beaucoup plus dans un camp que dans l'autre, dans Soir Info. C'est quelque chose qui est documenté. Je pourrais vous faire une longue liste, mais ce n'est pas l'objet ici, de nombre d'intervenants et de commentateurs qui se donnent allègrement à des commentaires plutôt effectivement considérés comme pro-russes, ou en tout cas très critiques de la position de la France sur le conflit en Ukraine. Mais ce n'est pas mon propos. Mon intérêt, notre intérêt, l'intérêt de cette commission, c'est de vous entendre sur ce qui peut vous être reproché précisément sur le traitement du conflit en Ukraine, alors même que M. Thomas Bauder a dit tout à l'heure qu'il avait fait le choix de ne pas maintenir des reporters sur place pour documenter précisément les faits. Alors, juste, M. Bellamiti, votre question, elle est pour quelle... est-ce qu'il y a une personne auditionnée de manière générale? Alors, Mme Mabrouk. Monsieur Baudet, appuyez sur votre micro. Et après, Mme Mabrouk, et des réponses les plus directes possibles, s'il vous plaît. Oui, nous n'avons pas décidé de ne pas maintenir d'équipe pour ne pas couvrir l'Ukraine. Il y a des agences, l'AFP et Reuters, qui couvrent, et nous faisons des reportages sur l'Ukraine avec ces agences. Hein, il y a pas de, c'est-à-dire, ce n'est pas parce que nous n'envoyons pas quelqu'un sur le terrain que nous faisons comme si la situation n'existait pas. Enfin, excusez-moi, voilà.